Je suis François de Tchudy, je suis CTS auprès de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de volley. Alors c'est vrai qu'on avait déjà deux interventions autour de la prépa mentale, notamment de la gestion du stress. Donc l'idée c'était au travers de ça de montrer des situations où on allait pouvoir retrouver les situations de stress qu'en fait on va avoir en match. Et le poste central. Je vais 6 au centre, bien dit. Donc tu vas basculer, ok, les 5 centraux, vous placez 3 à 3, un autre en 5, un autre en attente au niveau du poteau ici, et le 5e il se met au service là-bas. Mettez-vous en place. Numéro il se met en 5. De l'autre côté, passeur, poste 1, troisième passeur, il est en attente sur le côté ici. Passeur 1, 1, troisième passeur en attente sur le côté. Les autres, donc les ailiers, vous répartissez 4 de chaque côté sur les postes 6, 4, 2, 1 en attente, donc de ce côté par exemple, et les autres c'est pareil, c'est 4, 2, 6, et le 4e est serviceur. Le 4e passion-réception, et on voit les attitudes changer. En fait, l'idée, c'est pas de mettre des situations stressantes à l'entraînement, c'est de mettre des situations progressivement où on va s'amuser avec l'enjeu, d'accord? Et on va se familiariser avec ces situations, si bien qu'à un moment donné, la situation du match, ça devient, on va dire la routine, ça devient quelque chose de familier. D'accord? Ça devient pas, ça va pas forcément à l'encontre de la logique de nos scores qu'on avait vu hier. D'accord? C'est juste qu'on va utiliser le score, mais le score, à un moment donné, on va pas le recréer. On va plutôt voir ça comme le ballon en jeu devient une opportunité et ça ne devient pas, entre guillemets, le ballon de la peur. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. On se met en place, vous faites une rotation, centraux, rotation de 3 passeurs et rotation de 4 ailiers de chaque côté. Quentin, ouais, c'est fixe, par rapport. C'est ouais, d'accord. Ça marche. Donc je vous explique, on change un petit peu le principe. D'accord? On va mettre sur le molten, donc vous prenez le molten, d'accord? C'est un ballon joker. C'est-à-dire que vous pouvez tout envoyer. Si vous le ratez, vous avez une nouvelle chance. Et Thierry vous redonne un ballon. D'accord? Une fois que votre joker, vous l'avez perdu, si vous refaites un ace ou un service gagnant, c'est-à-dire un service qui a un contact et qui n'est pas touché une deuxième fois, vous regagnez votre joker. Mais on ne peut pas en avoir deux des jokers. Et une fois que je l'ai perdu, je peux éventuellement le regagner. Ok? On joue à chaque fois le ballon de service, on joue la relance côté gagnant, et s'il y a un partout, on se départage sur une relance de l'autre côté. Et ça nous donne un autre point. Et à chaque point, je déplace. Si vous gagnez, je déplace ballon par là. Et vous gagnez quand j'ai déplacé l'exit ball et que je l'ai fait sortir après le tour. Et là, c'est vous qui gagnez. Et vous, votre but, c'est de pousser la balle de l'autre côté et de dépasser le tour là-bas. Donc créer une dynamique de groupe, d'accord? Alors pourquoi créer une dynamique de groupe? Effectivement pour progresser et pour performer. Pourquoi les réponses qu'on a, c'est il suffit de faire une association de talents et en fait je vais piocher les meilleurs à droite à gauche et comme je vais les associer, forcément je vais performer. D'accord? Mais créer une dynamique de groupe, ça va être une dynamique de groupe qui va me permettre de bien travailler, de progresser ensemble et à l'arrivée d'aller chercher un résultat. État des lieux, alors les pressions extérieures. On est, nous les entraîneurs, quel que soit le niveau, soumis à la performance immédiate, c'est-à-dire l'urgence du résultat. D'accord? Et en fait cette pression de performer tous les week-ends et d'avoir un résultat ne va pas être propice à ouvrir un espace de créativité, c'est-à-dire à être entre guillemets inventif dans l'entraînement ou prendre le temps, et notamment ça a un impact sur la formation des joueurs. On ne va pas prendre le temps d'essayer de développer nos joueurs. Si on est enfermé dans cette pression du résultat qui va être mise à la fois par le club, mais ça peut être aussi à notre niveau, ça va être les parents, ça va être le dirigeant. C'est aussi un impact sur la façon dont on entraîne. C'est-à-dire qu'effectivement, avec nos 2 entraînements semaine,
on va être effectivement dans l'urgence de voilà, il faut que je mette un peu de tout dans tes deux entraînements, et je peux aussi m'enfermer dans une espèce de routine, c'est-à-dire d'exercices récurrents, des exercices qui marchent, des exercices simples que les joueurs ont l'habitude de s'approprier, et on va s'enfermer dans une forme de routine et une forme de confort. Sauf que ce confort, il va tuer la créativité, d'accord, et à un moment donné, il ne va pas être propice. Il ne va pas être propice justement à ce que le joueur il vienne inventer ou il vienne se renouveler. Donc on va tomber dans une forme d'immobilisme, et cet immobilisme va à l'arrivée tuer la performance. C'est un peu ça l'idée. Alors bon, je reprends ce que disait Fabien hier, mais la victoire n'a de valeur que si l'on ne sacrifie pas le jeu pour l'enjeu. Gagner en jouant bien doit être l'objectif. Deux autres idées importantes. Alors la première, c'est que l'égoïsme supplante l'altruisme au sein des groupes. D'accord, c'est que donc un individu fort, isolé, peut à un moment donné se démarquer, mais les groupes altruistes supplantent les groupes égoïstes. Tout le reste n'est que commentaire. Alors comment ça s'illustre ça? En fait, c'était une petite expérience qui consistait, alors au départ c'est une expérience sur des poulets, alors ça peut faire sourire, mais c'était, on va prendre des cages de 9 poulets et on va sortir simplement le meilleur poulet, c'est-à-dire celui qui nous produit le plus d'œufs, bonne liaison. Et on va sortir simplement le meilleur et le plus productif, et en fait on va faire comme ça, donc c'est un peu, comment dire, c'est la théorie génétique, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre les plus productifs et en fait on va les regrouper et on va imaginer qu'on va augmenter la productivité. Et en fait on s'est rendu compte que c'est finalement non pas en sélectionnant les individus, mais c'est en sélectionnant les groupes les plus productifs qu'on allait accroître la productivité générale. C'est-à-dire que ce n'est pas en sélectionnant les individus, mais bien les cages les plus efficaces, celles des 9 poulets, avec à l'intérieur des poulets productifs ou pas, qu'on allait finalement augmenter de 160% la performance et la productivité. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, la cohésion de groupe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est trouver la mayonnaise et l'alchimie qui va faire que mon groupe va devenir productif et performant. Je vous mets un extrait et on va enchaîner là-dessus. Donc c'est Daniel Constantini. Je vais le faire avec le micro parce que l'enceinte, je suis pas sûr que ça. Je vais tenter comme on a fait. Donc j'étais quelqu'un, si tu veux, qui estimait pendant très longtemps de sa responsabilité de définir les projets pour l'équipe. Voilà. C'était un peu ça au départ. Et ce qui a marché dans un premier temps, Constantini, lui, savait que ça ne marcherait pas. Dans un deuxième temps, il ne pourrait pas reproduire ce truc-là. Donc l'idée, ça a été d'impliquer les joueurs sur le projet. Et ça doit interpeller parce que même à notre niveau, et surtout l'entraîneur, entre guillemets, pour se rassurer, a besoin d'avoir le contrôle. Il va vouloir diriger. Et là, on a des joueurs qui vont se mettre sur pilote automatique. Hein, donc c'est la fameuse phrase de Philippe Lucas, « Je pense, elle nage ». C'est-à-dire que là, l'entraîneur, il va être un peu comme on joue à Football Manager ou quand on a notre manette de jeu vidéo, on a nos joueurs, on va les piloter et puis ils vont être un peu sur commande. Sauf que ça tue la créativité du joueur et ça va tuer sa capacité justement à s'exprimer et s'approprier les projets. D'accord? Et donc là, c'est ce que dit Constantini. À un moment donné, c'était mettre mes joueurs en cercle autour et faire un projet co-construit, c'est-à-dire partagé. Et ça, alors moi je l'ai expérimenté, donc j'ai expérimenté ça notamment dans mon pôle espoir, d'accord, où à un moment donné, effectivement, j'avais des jeunes filles très bien scolaires, très bien éduquées, et effectivement, qui se complaisaient dans ce système où moi j'arrivais, grand Manitou, on va faire ça, on va bloquer là, voilà le système de jeu. Voilà. Et on a nos joueurs à un moment donné qui soit se complaisent là-dedans, et d'autres qui sont clairement bridés. Bridés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans un espèce de carcan dans lequel nous, entraîneurs, on peut enfermer nos joueurs. Donc l'idée, à un moment donné, ça a été de mettre les joueuses autour d'une table, et elles de définir quels étaient les points forts de chacune, quel est le point fort de elle, etc., etc. Et là, on rentrait dans à la fois un projet de jeu et même un plan de jeu. Donc à un moment donné, le pôle, je me suis amusé, j'ai fait 2 oppositions, et en gros, les filles ont défini la stratégie, comment on allait démarrer, quels étaient les changements possibles, quel plan de jeu on allait, elle on la connaît, qu'est-ce qu'on va faire face à telle joueuse, on va bloquer comme ça, on va défendre là, etc. etc. Donc après, mon côté un peu, pas manipulateur, mais plutôt malin, a fait que j'ai orienté plus ou moins, et que ce que les filles ont proposé, c'est quand même à 95% l'idée que j'avais de ce qu'on allait faire.
Mais à l'arrivée, le plan de jeu et le projet de jeu a été d'autant mieux appliqué que les filles ont été impliquées dedans. Donc c'est aussi ça, hein, donc ça c'est aussi les propos de Niesta, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on va imposer une vision et qu'on impose un plan de jeu, effectivement, dans la défaite, les joueurs se retournent vers l'entraîneur en disant ton plan de jeu c'est de la merde, il n'a pas marché, on a pris 3-0. D'accord ? Que si le plan de jeu il est co-construit, effectivement, quand on a pris 3-0, ben là on se répartit les responsabilités et les joueurs se disent ah effectivement là c'est pas ça qu'on aurait dû faire, et là il y a une remise en question. Alors pour pouvoir créer une dynamique de groupe, d'accord, ça implique déjà de bien connaître ses joueurs, et ensuite d'avoir pas une autocritique, mais déjà aussi de se poser les bonnes questions sur quel entraîneur je suis. Est-ce qu'effectivement je suis le héros de Football Manager, ou est-ce qu'à un moment donné, comment je me place par rapport à mon équipe. Alors, bon, approbation sociale, ça vous savez forcément, hein, donc influence sociale, c'est la pression du groupe, donc le conformisme, hein, on essaie de s'intégrer, comparaison sociale, et souvent ce qu'on néglige un peu, c'est l'approbation sociale de l'entraîneur, c'est-à-dire la place que l'entraîneur peut avoir par rapport à nos joueurs. On avait fait une expérience sur le pôle espoir, je travaillais beaucoup avec Christian Pénigaud qui a beaucoup bossé sur la prépa mentale, et sur les entretiens, questionner les joueuses sur, en gros, le jeu c'était de faire un petit dessin et de venir marquer pour qui je fais du volley. Et donc les joueuses dessinaient, je fais du volley pour mes parents, je fais du volley parce que je suis avec mes copines, etc. Et en fait, le constat, c'était de dire que quasiment toutes les joueuses mettaient au centre les parents, les copines, l'entraîneur, et souvent oubliaient de se mettre. Ou alors se mettaient, mais parce que je me fais plaisir, c'était en tout petit dans le coin à gauche. Et 9 fois sur 10, c'est l'entraîneur qui occupait la place la plus prépondérante sur le dessin qui leur était demandé de faire. Donc la notion de comment mon entraîneur me perçoit, comment il me juge, c'est c'est très important. D'accord ? J'ai mis effet Pygmalion. Effet Pygmalion, c'est aussi comme les joueurs et les joueuses peuvent se transcender quand à un moment donné vous allez les mettre un peu sur un piédestal et que vous allez leur transmettre un petit peu votre confiance. Voilà. 3 phrases importantes que j'ai notées. Le confort et l'immobilisme tuent la performance. D'accord ? Alors attention à cette phrase. Effectivement, on a besoin d'un cadre. Donc c'est pyramide des besoins. Effectivement, il faut que nos joueurs ils se sentent dans un cadre, un sentiment de sécurité, sentiment d'appartenance. Donc on a besoin de stabilité dans le cadre. Par contre, à l'intérieur de ce cadre, effectivement, il faut savoir sortir de sa zone de confort à un moment donné si on veut amener la créativité et si on veut aller vers de la performance. Sinon, on est dans un immobilisme qui fait que finalement on reproduit, on entretient des choses, mais forcément on n'évolue pas et on ne progresse pas. Marc l'a dit hier, les compétences d'aujourd'hui ne sont pas les compétences de demain. D'accord ? Donc ça veut dire que le volley est en perpétuelle évolution. Et si on fait le parallèle, c'est comme si un joueur à un moment donné vivait sur ses acquis, disait non, moi le volley je sais faire, regardez, je sais faire ça, je sais faire un petit diag, je sais faire tel truc, donc j'ai plus besoin d'écouter l'entraîneur, je sais faire. Mais on sait que ce joueur est condamné à ne pas progresser et à rester à son niveau au mieux. Et donc c'est pareil pour l'entraîneur. L'entraîneur à un moment donné qui pense avoir atteint un niveau et qui se complaît dans ses routines, ses exos qui tournent bien et qui sait faire, à un moment donné lui aussi c'est réglé, il ne progressera plus et il est condamné. Et donc ce qu'on applique à nos joueurs et ce qu'on veut, c'est-à-dire oser pour ne pas avoir peur de se tromper, s'applique à nos joueurs et forcément s'applique à nous entraîneurs. C'est-à-dire être capable d'oser des choses et ne pas avoir peur de se tromper. Et souvent le rythme du 2 entraînements par semaine et de l'urgence du résultat le week-end, ça on l'oublie. On l'oublie, se oser, expérimenter des choses et on passe à côté. Donc l'entraîneur doit être un motivateur, d'accord, il doit être motivant pour ses joueurs. Notion d'impuissance apprise, le décalage optimal, Marc en a parlé hier, les feedbacks positifs, d'accord, ça, on le répète sans arrêt dans les formations d'entraîneurs, mais en rentrant dans les gymnases, moi j'entends plus souvent les feedbacks négatifs, parce qu'on a tendance à toujours se focaliser sur le geste qui n'a pas été fait, la technique qui n'est pas bonne, et on oublie de valoriser et d'encourager et l'impact que ça peut avoir, d'accord, sur nos joueurs
d'encourager. Presque quand c'est bien, on dit rien parce qu'on a l'impression que ça tombe sous le sens. L'effet de surjustification, ben ça c'est un peu lié au score, hein, on l'a vu hier avec Fabien, c'est-à-dire que si je mets toujours des carottes, voilà, le score, et ben à un moment donné je suis toujours dans l'enjeu, d'accord, parce que je mets une récompense, et puis etc. Et on en oublie le jeu. Et l'effet de surjustification, c'est que la récompense à outrance, à un moment donné, va entraîner une baisse de la performance et de la motivation. Jeu, ergonomie, bon après ça je passe, voilà. Extrinsèque, dédramatiser l'issue de la compétition, lui enlever son caractère menaçant pour l'estime de soi, donner à chacun la chance d'exceller quelque part. Donc plutôt encourager l'émulation à l'entraînement. Alors oui, je vous prends juste un exemple. L'exemple que j'ai eu, c'est, alors j'ai une saison difficile, je suis en N1, j'ai une joueuse, on prend 3-0, on prend un 3-0 nul. Le match, on prend une branlée, d'accord? Le match est à peine fini, la fille, elle est dans les tribunes, elle a un sourire jusqu'aux oreilles, et elle est là en discutant avec ses parents et ses amis, et ah vous avez vu, putain, je fais pas de points, j'ai fait un bon match, là, et puis elle se gargarise un petit peu du bon match qu'elle a fait, d'accord? À l'inverse, pratiquement le week-end d'après, on gagne 3-2, première victoire de l'année, et là j'ai les joueuses à la fin presque en larmes, comme si on avait perdu, d'accord? Et en fait là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une joueuse qui était sur le banc et qui n'est pas rentrée du match alors que ses parents étaient venus l'avoir joué, qui finit en larmes, et donc les autres joueuses étaient tellement mal pour elle que par empathie, elle aussi était en larmes et, à la fin du match, d'accord? Donc connaître ses joueurs, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre les motivations, il faut comprendre et connaître ses joueurs, comment ils fonctionnent, pour justement pouvoir appréhender ces situations-là. Si vous êtes toujours là-dedans, à un moment donné, quand vous allez arriver dans les situations difficiles, c'est là où votre groupe il va exploser. C'est bien dans la difficulté, dans les moments difficiles, c'est là où le groupe soudé va faire la différence. Réputation, c'est-à-dire que il y a, alors j'empiète sur le deuxième, mais il y a une hiérarchie sociale qui se met en place dans votre groupe, dont parfois vous n'avez pas du tout la maîtrise. Elle se met en place sans vous. D'accord? Donc il y a une hiérarchie, et ça entre guillemets, il faut être capable de l'appréhender si vous voulez bien connaître votre groupe. D'accord? Typiquement, à un moment donné, j'avais une joueuse qui était complètement effacée sur la partie volée. Jamais j'aurais pu soupçonner qu'en fait c'était en dehors du terrain le plus gros leader de mon groupe. Et c'était celle un peu que tout le monde craignait, qui avait énormément d'influence sur les autres, et qui faisait qu'en dehors, tout le monde un peu... voilà, c'était clairement c'était la patronne, quoi. Par contre, dans le jeu, peut-être la fille la plus timorée, la fille qui n'osait pas attaquer, qui osait très peu de choses. Donc finalement, c'était peut-être elle, dans son fonctionnement, un moyen de compenser, d'essayer d'exister. Pour elle, le moyen d'exister dans le groupe, elle l'avait trouvé sur l'extra-volée, mais elle était incapable de l'avoir sur la partie volée. Donc les hiérarchies sociales, c'est important. Et la réputation, c'est-à-dire que si tu ne sais pas ça, voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu vas blesser quelqu'un ou tu vas toucher quelqu'un et tu vas la toucher dans son orgueil si tu n'as pas un peu compris comment le groupe fonctionnait en dehors de tes entraînements. Et les moyens qu'on a, c'est comment aussi on va gérer les groupes de travail. Et ça, c'est un des meilleurs leviers qu'on a à un moment donné si on veut toucher à la dynamique de groupe. Alors là, j'ai un peu tout listé, hein, mais c'est effectivement un groupe hétérogène, différence d'âge. Dans mon groupe, j'ai l'ancienne vétéran, 35 ans, ancienne internationale, et puis j'ai ma petite jeune de 18 ans qui est dans le groupe, qui est toute neuve. Comment je fais fonctionner tout ça? Des groupes de besoins, donc quand je vais travailler par poste. Des groupes physiques, ça peut être par exemple sur le groupe de muscu. Des groupes de niveau. Des groupes, est-ce que je mets les gens, allez, faites vos groupes. Si tu laisses faire les groupes, on se met par affinité, et je suis toujours avec la même toute l'année. Le tutorat, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais peut-être mettre ma joueuse de 35 ans expérimentée avec ma petite jeune. Et parce que j'ai une situation qui est une situation où on veut réussir ensemble, et bien là, à un moment donné, elle va prendre la petite jeune sous son bras, et puis elle va la porter, et puis elle va l'emmener, et puis elle va la faire gagner. Des leaders positifs ou négatifs, sociaux ou techniques. D'accord? Vous faites bien la différence là-dessus. C'est-à-dire que sociaux ou techniques, je peux avoir mon leader en dehors du terrain, et je peux avoir un leader qui n'est pas du tout expressif, mais qui
sur le terrain, juste parce qu'il est un modèle et parce qu'il est irréprochable sur la partie volée, va être quand même quelqu'un vers qui on va se tourner et quelqu'un qu'on va regarder. Pas forcément quelqu'un qui va s'épancher dans de grandes... Trouver des situations ou des groupes aussi où je vais pouvoir responsabiliser les gens. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un dans un groupe peut-être va être complètement... être mouton et va suivre et être complètement effacé. Par contre, dans un autre groupe, il va être capable de prendre du leadership et justement de prendre une place qui va être différente. Donc peut-être que je vais penser mes groupes avec un niveau de responsabilisation et que je vais les... Voilà, quelqu'un qui est en manque de confiance, peut-être que je vais le mettre dans un groupe où justement je vais le responsabiliser et là je vais le valoriser. Donc positionnement social dans le groupe, intégration, voilà, ok, etc. Alors pour un collectif performant. Alors là c'était Sylvain Noué qui partageait ça. Sylvain Noué, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entraîneur multimédaillé. Finalement qu'on connaît moins qu'Oniesta, mais c'est quand même lui qui a entraîné l'équipe directement, puisque Oniesta était plus le manager, c'est quand même lui qui a aligné toutes ses étoiles sur le maillot. Donc pour lui, constitution d'un collectif, c'était trouver une harmonie entre 3 groupes de gens, une cellule de stars, donc Karabatic par exemple, une cellule de joueurs confirmés, et puis celle des apprentis, c'est-à-dire les tout nouveaux qui rentrent dans le collectif. Donc c'était comment créer une dynamique par rapport à tout ça. D'accord? Donc faire du compagnonnage, donc faire en sorte que les anciens ils soient plutôt accompagnés et tirer les jeunes vers le haut, plutôt que de les regarder en chien de faïence en disant « Ah d'accord, c'est lui qui vient me prendre ma place. » D'accord? Et si on est sur des rapports de force comme ça, c'est-à-dire que votre groupe il est à flux tendu et il ne se passe pas ce que vous vouliez qu'il se passe, c'est-à-dire la transmission entre les anciens et les plus jeunes, etc. Donc il faut arriver transmettre une culture de la gagne et puis créer une émulation au sein du groupe. Et donc pour ça, il faut respecter un peu les statuts. D'accord? Donc la hiérarchie sociale va se mettre en place et effectivement les joueurs, indépendamment de vous, parce que c'est pas vous qui allez décréter que les joueurs ils ont tel et tel statut, mais il y a des statuts qui sont perçus par les joueurs et qui se sont mis en place. Par contre, là où ça va être important, c'est que vous allez définir les rôles. Vous allez définir les rôles de chacun. Alors, dans la composition équilibrée, lui, il parlait de trouver une composition équilibrée entre les winners. Les winners, c'est ceux qu'on la gagne tout le temps et puis qui vont s'envoyer au charbon à l'entraînement. Les créatifs, donc des joueurs un peu plus cérébraux et puis qui vont penser. Les empathiques, c'est aussi ça, souvent les joueurs qu'on sous-estime. C'est-à-dire ceux qui vont être un peu les traits d'union et qui vont être un peu le ciment de votre groupe. Le staff détermine les rôles en fonction des compétences. Chaque individu est un peu les 3, mais voilà, on a une tendance majeure et on est dominant sur l'un des 3 points. Dans les rôles, effectivement, vous allez, respecter les statuts, et surtout, vous allez essayer de valoriser des joueurs, d'accord, qui peut-être déjà, de par le statut, sont plutôt en bas de la pyramide. Donc il faut que tous vos joueurs, à un moment donné, sachent quelle est leur place dans le collectif. Et il faut trouver une place à chacun. Alors, tout le monde a un statut, effectivement, donc vous avez vos titulaires, vous avez le remplaçant plus, c'est celui qui est amené à rentrer presque assez souvent, et puis vous avez le remplaçant moins, celui qui se dit, de toute façon, avec ce coach-là, moi, j'ai aucune chance de rentrer. D'accord? Le fameux 6 de base et 6 de baise, comme on dit. Donc, à un moment donné, il faut impliquer vos 12 joueurs. Et il faut que votre 12e, il ait un rôle autant que votre joueur majeur. Il faut que tous les joueurs se sentent importants à vos yeux. D'accord? Et là, ça va vous permettre de créer une dynamique de groupe. Je vous prends un exemple concret qui m'a frappé. Là, peut-être que c'est moi qui fabule, mais c'est l'impression que ça m'en a donné. Je vais voir Tourcoing, Poitiers. Et effectivement, il y a à un moment donné Poitiers qui tente et qui fait rentrer un serveur sur la face. D'accord? Et là, j'ai mon serveur qui rentre, et au moment où il a la plaquette, déjà sur son attitude, tu dis là il rentre pas pour mettre une marmite. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir l'attitude des autres joueurs. Il allait servir, personne ne lui a tapé dans les mains et personne ne lui a jeté un regard. D'accord? Il est arrivé sur une ligne de service, il a service matché, il a mis 3 mètres dehors, et puis l'entraîneur a fait juste un petit truc comme ça. Il est ressorti, la tête en regardant ses baskets, et il est reparti se remettre dans le carré des remplaçants. D'accord? Et Tourcoing a fait la même chose. Et le fils capé est arrivé au service, et quand il s'est présenté, il y a le coach qui lui a fait un petit signe approbateur, le joueur s'est présenté avec la plaquette, tous les joueurs se sont tournés vers lui, on lui a tapé dans la main,
il est arrivé sur la ligne au service, il a lancé, il a envoyé une marmite et il a fait un ace. D'accord? Donc moi ça m'interpelle alors à la fois sur le fait, hein, d'accord, ce qu'on disait sur le enlever les. J'ai l'assentiment entre guillemets à la fois de mon coach, mais j'ai aussi l'approbation du collectif. Mais ça veut dire que ça, pour moi, ça a été forcément défini et travaillé avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'entraînement, ou même sur des discussions avec le collectif, il a été adoubé. On est d'accord que c'est son point fort, le service. Ah ouais, c'est son point fort. Il va être capable, ce joueur-là, de nous amener en fin de set, à 23 partout, un service gagnant. D'accord? Tout le monde est d'accord sur ce point fort. Ouais, donc voilà, donc ça a été probablement partagé, ça. D'accord? Et ça veut dire aussi que l'ensemble du groupe a accepté que non, d'accord, il rentre, s'il fait une faute, lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça veut dire que s'il rate, c'est pas grave. Et s'il fait un ace, c'est un bonus et c'est tant mieux. Et au moment où il a fait son ace, hein, les joueurs lui ont fait la fête. Ouah, ils sont tous rentrés au milieu. Enfin, et c'était, voilà. À l'inverse, l'autre, c'était, je pense, pareil, hein, je fabule, mais c'est mon œil extérieur. Moi, j'étais là en tant que spectateur. Je pense que l'autre, c'était, si je le mets dedans, c'est pour ça qu'on m'a fait rentrer, pour que je le mette dedans. Par contre, si je rate, c'est un malus. Ah merde, putain, j'ai plombé tout le monde. D'accord ? Donc j'y vais pas, déjà, je rentre pas dans la même disposition. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est vous, entraîneur, qui allez créer ces situations-là. C'est-à-dire que de même que là, c'est l'exemple du service, mais de même que votre jeune joueur de 18 ans qui va faire une rentrée, si à un moment donné, tout votre collectif ici, il est en train de se dire, oh putain, il fait du social. Il fait du social, là. Ah, il y a 16-12, on mène de 4 points, super. Il fait rentrer la petite jeune. D'accord? Donc si vous, entre guillemets, vous ne gérez pas ça, vous ne mettez pas votre 12e dans les bonnes conditions pour rentrer. Et en général, votre 12e qui rentre à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui qui rentre en général qui fait la merde, c'est les joueurs autour, qui étaient les joueurs leaders, qui tout d'un coup se mettent à faire de la bouse et à mal jouer. Et en général, qu'est-ce qu'on fait comme constat? On dit, oh putain, merde, c'était pour une fois que j'avais l'occasion de le faire jouer. Finalement, c'est les autres qui jouent. Voilà. Et du coup, on tombe dans une rengaine de non, j'ose pas trop le faire rentrer, donc je le fais plus rentrer à 16-12, mais le match d'après, je le fais rentrer à 16-10. Hein, puis en fin de saison, il rentre à 24-12. D'accord? C'est ça qui se passe. En fin de saison, c'est à 24-12 que vous faites votre changement. Et donc, en fait, vous tombez. Ou à 12-24. Oui, voilà. Ou à 12-24. Ou à 12-24. Encore pire. Voilà. Mais moi, je suis toujours effaré de voir que tu peux ne pas avoir cette frilosité sur la pro de Tourcoing à faire rentrer le petit jeune à 23-24 en disant il va faire un ace pour sauver la balle de match, mais que des fois tu as cette frilosité quand tu coaches de la prénate et que tu fais jouer et que tu as sur ton banc des jeunes joueurs de 17-18 ans, et là tu as de la frilosité, hein, alors que tu joues un maintien que tu as déjà gagné en janvier. Donc moi ça m'interpelle. Donc je pense que ça se travaille et que à un moment donné tu l'as travaillé avec ton groupe, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as démontré à ton groupe que non, ton jeune joueur de 17 ans, il a un point fort sur un passage devant, et que quand il va rentrer sur son passage devant, c'est pour apporter une plus-value. D'accord? Ou que lui, il est bon derrière, et s'il fait un passage derrière, c'est pas du social. D'accord? Ou alors, tu as aussi fait comprendre que c'est important de donner du temps de jeu dès que c'était possible à tel joueur, parce que c'est ce qui va lui amener de l'expérience et le faire progresser, et que ça, dans 2 mois, ce sera une plus-value pour l'équipe. Parce que dans 2 mois, on va jouer les matchs importants pour monter, et que si on fait monter ces joueurs-là en compétences, le groupe va être plus fort, donc on va performer. Donc il faut expliquer aussi à mes stars qu'elles vont être gagnantes si à un moment donné, elles accompagnent un petit peu mes apprentis, et qu'elles les font monter en compétences. Et qu'à un moment donné, elles seront aussi gagnantes là-dessus. D'accord? Donc ça, on peut pas ignorer. Donc définir les rôles, et que surtout, ce soit bien perçu par l'ensemble du groupe. Et pas simplement clair pour vous dans votre tête les rôles. Ah non, ça suffit pas. Il faut que les rôles ils soient clairs pour l'ensemble de l'équipe. Alors les styles de leadership, ça c'est important. Donc là, pareil, hein, ils sont catégorisés en 4, mais il faut imaginer que sur ces 4 types de management, sur ces 4 types, vous allez être prédominant sur l'un ou sur l'autre. Et en fait, comprendre les 4, ça va aussi vous permettre de comprendre déjà, quel entraîneur vous êtes, et dans quelle situation je peux être plutôt l'un plutôt que l'autre. Le 1, c'est directif. Directif, je suis le chef de l'armée, je suis Constantini avec les barjots, venez les gars, suivez-moi, on va à la guerre. Je suis le manager directif. 2, persuasif.
Persuasif, j'ai envie d'impliquer un peu mes joueurs, mais je vais argumenter et expliquer le pourquoi on fait ça, les aider quand même à comprendre, et bon, à l'arrivée, on va quand même faire comme j'ai dit, hein, d'accord? Troisième, participatif. Donc là c'est un peu, là c'est Constantini qui met tout le monde en cercle, et puis tous ensemble, on va participer, et on va élaborer le projet, et par exemple le plan de jeu. Et enfin, délégatif, alors là, je vais encore passer un stade au-dessus, c'est que je vais responsabiliser des joueurs jusqu'à peut-être même déléguer certaines choses et faire en sorte que des joueurs puissent être en autonomie sur certaines décisions, etc. D'accord? Et sur ces 4 types de leadership, et en fonction du groupe que j'ai, je vais peut-être passer de l'un à l'autre. Il y a des joueurs qui se complaisent dans le directif et qui veulent ça. Et si vous n'êtes pas un coach directif, ouais, lui c'est une baltringue, c'est bon, il décide même pas, regarde là, il est hésitant là-dessus, il n'est pas capable de trancher. D'accord? Il y a des joueurs qui sont conditionnés là-dedans, parce que ça fait 20 ans qu'on les entraîne comme ça. D'accord? Et il y a des joueurs, clairement, que vous allez brider si vous êtes directif. Des joueurs qui pourraient exprimer leur potentiel d'autant plus si à un moment donné, vous leur donnez l'espace d'expression. Alors là, c'est pareil sur le management, collaborateur compétent. Si mon joueur il est compétent et motivé, alors là, je vais peut-être pouvoir lui déléguer des choses. D'accord? Il est compétent et puis il a envie. Il est compétent, mais bon, il n'a pas vraiment envie. Donc je vais le faire participer. Il va participer, voilà, mais à un moment donné, je ne vais pas lui déléguer. Il n'est pas motivé, mais alors, il est motivé et pas compétent, effectivement, là je vais être directif, et puis alors lui, je vais lui imposer, et lui, il va pas avoir le choix. D'accord? Et compétent, je peux être sur le persuasif. Donc, comprendre un petit peu les joueurs, un peu comment ils fonctionnent, c'est aussi ça qui va me permettre, moi, d'adapter mon type de management. Ça, je le passe un peu. Ça, vous regarderez. Voilà, alors ça, c'est des cas concrets, c'est des anecdotes. Alors, il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter sur Agassi, Bartoli, Hingis ont volé en éclats après la plus haute distinction dans leur sport. On peut s'interroger sur leurs objectifs et le type de management. D'accord? Notamment, alors, Hingis, à un moment donné, effectivement, voilà, donc elle a arrêté sa carrière avant 25 ans, je crois. Voilà. Donc ça, c'est des exemples sur Agassi qui confiait, à un moment donné, ne plus aimer le tennis et aller à l'entraînement comme il allait au boulot. D'accord? Et l'autre exemple, c'est Manodou, d'accord, avec le fonctionnement de Philippe Lucas, où on est dans le, voilà, je pense, LNH, donc à un moment donné, tu es un joueur robotisé et tu es dans une espèce de... j'ai pas le terme... ouais, tu es sur pilote automatique, quoi. Donc tu n'es pas impliqué ni sur ton projet, ni sur ce pourquoi tu vas à l'entraînement. D'accord? Donc on a des joueurs qui sont dépendants de vous. Et donc pour la cohésion de groupe, donc ce qui est important, donc se disposer en cercle, symbole de l'égalité et de l'unité du groupe, pratiquer le tour de parole, laisser la place au silence, placer la parole au centre, faire en sorte que les opinions s'additionnent au lieu de se combattre, faire respecter les règles pour sécuriser un groupe. D'accord? C'est-à-dire que moi-même j'étais surpris des fois sur des... En fait, si tu laisses la parole comme ça, que tu mets ton groupe, c'est un peu toujours les mêmes qui prennent la parole. Donc à un moment donné, on est surpris des fois de ce que certains joueurs qu'on n'aurait pas imaginé peuvent être capables de dire à la fois devant le groupe ou parfois sur des petits groupes. C'est-à-dire que vous allez réunir peut-être sur certains postes et vous allez être surpris de voir ce que des joueurs... j'aurais jamais imaginé qu'elle pensait ça ou qu'elle pouvait s'exprimer de telle façon devant le groupe. Donc ça c'est aussi à vous de l'organiser. Et résoudre les conflits, ça c'est hyper important. Vous ne pouvez pas faire l'autruche. Et alors déjà, ne pas être courant du conflit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas impliqué aussi sur comment fonctionnent vos groupes et sur la vie extra-volée, d'accord? Mais après le conflit, clairement, vous devez intervenir. Alors 3 points importants. Donc oui, le sentiment de sécurité, donc c'est le fonctionnement des règles, d'accord? Parce que si effectivement vous instaurez un cadre et vous instaurez des règles, si à un moment donné il y a un conflit et que vous n'allez pas le résoudre, forcément votre cadre et votre règle, ça devient du pipi de chat. Sentiment d'égalité et sentiment de confiance.
Voilà, et à terme, tout ça, c'est pour arriver à ce qu'on appelle un super collectif. Un super collectif, l'image, c'est à un moment donné, quand la ruche est attaquée, et de concert, tout d'un coup, toutes les abeilles ensemble viennent attaquer pour protéger. Et ces moments d'extase collective, c'est des moments rares qu'on sait apprécier. On n'a pas toujours les recettes pour arriver à les retrouver et à les reproduire.